Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au mois de février, j'ai rencontré, comme un certain nombre d'entre nous ces derniers mois, le jeune Akaora Vallée qui était de passage au Sénat. Il s'agit d'un brillant jeune homme souffrant de diabète qui a engagé un combat courageux pour faire bouger certaines lignes, se lancer des défis sportifs, prouver qu'il n'y a pas de fatalité, faire une communication positive autour de sa pathologie et je le salue à mon tour. Il s'est lancé dans ce qu'il appelle un combat pour la justice et il est déterminé à aller jusqu'au bout de ce combat. Il est incroyable parce que lorsqu'il est de passage à Paris, c'est lui qui délivre les rendez-vous dans son agenda très chargé. Oui, il me reste une demi-heure avant de voir M. Retailleau et après M. Caner, voilà. Il m'a exposé cette réalité concrète qu'à vrai dire j'ignorais parce que je n'avais pas eu à y être confrontée. Il existe en France, de nos jours, des listes de pathologies sur lesquelles des recruteurs peuvent s'appuyer pour refuser l'accès de certaines personnes à des professions considérées comme sensibles, principalement dans la fonction publique. Or, ces listes, discutables sur le principe, ne sont pas réactualisées en fonction des progrès thérapeutiques ni de l'évolution des conditions de travail. Si bien qu'à force de précaution, l'État, qui est le principal recruteur à pratiquer cette forme de sélection, crée des situations d'injustice, voire des incohérences notoires. Face à ce jeune homme, à l'argumentaire parfaitement maîtrisé, chers collègues, je me suis sentie très gênée. Il faut donc l'électrochoc de son culot insensé pour ouvrir un œil sur une réalité d'un autre âge, tellement décalée qu'elle en est presque ridicule. Mais il n'y a jamais eu quelque part un jour un voyant qui s'est allumé sur ce sujet dans un ministère. C'est à un lycéen de venir cogner à notre porte. Pas de quoi être fier. Pour un jeune en devenir, comment accepter qu'un projet de vie soit passé à la jauge, au crible d'une liste qui semble gravée dans le marbre ? Je comprends la colère d'Aka qui nous demande de faire reculer une injustice. À l'heure où l'on dit aux jeunes de ne pas avoir de plafond de verre, où l'on met des moyens importants au service de leur parcours professionnel et de leur réussite, on ne peut pas conserver de telles œillères. Car les traitements évoluent, les pompes à insuline par exemple font désormais partie du quotidien, et parallèlement, de nouvelles pathologies apparaissent. Burn-out, Covid long ne sont sans doute pas dans la liste d'antan. Chaque patient doit pouvoir trouver la clé de l'insertion dans le quotidien professionnel, qui est un champ immense et varié de compétences et de sollicitations plus ou moins physiques. Car un être humain porteur d'une maladie chronique n'est pas une maladie chronique, il est un être humain. Or, la moulinette du tri et du classement, ici comme ailleurs, comme tous les systèmes qui mettent dans des cases, sont injustes et inadaptés, sauf s'ils arrivent à faire preuve de souplesse et d'agilité. Bref, nous l'avons tous dit, le référentiel doit être revu et adapté. C'est un gamin qui est venu nous le dire. Faut-il une loi pour ça ? Disons que oui. Le groupe de l'Union centriste dira oui au texte sagement aménagé par le rapporteur de la commission. Nous dirons oui parce qu'il n'est pas possible de dire non. Mais ce oui est déclaratif plus que législatif. La loi dira d'adapter le référentiel, de rendre des rapports, de faire de la communication. La loi ne fera pas l'indispensable travail de mise à jour. La loi dira de faire, la loi ne fera pas. C'est au gouvernement de s'emparer de ces fameuses listes, de les adapter aux outils thérapeutiques nouveaux, aux contextes nouveaux, éventuellement aux pathologies nouvelles. Il faut revoir le référentiel sans en faire, comme c'est désormais la mode, un giga parapluie qui permette de se cacher derrière. Sans s'interdire de protéger, éviter l'ultra-principe de précaution qui est pourtant très tendance. Comme le dit Aka, ce n'est pas parce qu'il y a eu le docteur Petiot qu'il faut interdire tous les médecins dans la fonction publique. Et comme le dit le Petit Prince, nous avons les mêmes sources, c'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué. Bien au-delà du diabète qui ne doit pas cristalliser les débats, tous les malades chroniques, toutes les différences de santé, y compris les pathologies rares et orphelines, doivent pouvoir être compatibles avec une insertion professionnelle logique et adaptée.
Personne ne doit jamais être confronté à ce qui est ressenti comme un rejet a priori, sans examen de sa situation particulière. Comme le proposera le rapporteur, aucun rejet au motif d'un état de santé. D'autant que, par définition, ceux qui se savent malades, au contraire des malades qui s'ignorent, se surveillent tous les jours, ce qui permet d'écarter bien des risques. En poussant à l'extrême la logique de précaution, alors il faudrait une étude complète, approfondie, cariotypique, psychologique et médicale de tous les fonctionnaires. On découvrirait probablement pour certains des zones de risque. Finalement, nous nous retrouvons tous coincés par des incohérences qui surgissent entre les capacités réelles des individus et une théorie dépassée. Encore un mot. Attention aux immenses espoirs qui vont naître aujourd'hui, Monsieur le ministre. Il faudra que très vite les choses bougent maintenant. Et quand elles auront bougé, qu'elles bougent encore, régulièrement. Car sinon, dans 10 ou 15 ans, un autre gamin génial viendra nous chatouiller et nous demander pourquoi on peut être champion du monde de karaté et pas gardien de la paix. Je vous remercie. Merci, cher collègue.